Quel genre de roi invite une fillette de 6 ans à sa cour pour ensuite la surnommer monstre et l'exhiber comme une attraction? C'est la question dérangeante qui nous plonge dans l'histoire d'Eugenia Martinez Valego, une enfant d'un petit village espagnol dont la taille a fait d'elle à la fois une curiosité et une cible au XVIIe siècle. Née en 1674, l'histoire d'Eugenia est faite d'émerveillement, de cruauté et de mystère qui continue d'alimenter les débats aujourd'hui avec des publications sur X qualifiant son traitement de déchirant à tache dans l'histoire. Plongeons dans le parcours remarquable et bouleversant de la fille que l'histoire a surnommée la Monstrua. L'histoire d'Eugenia commence dans un petit hameau de Merindad de Montilla, dans le nord de l'Espagne, d'une manière qui attire tous les regards. En 1674, sa mère, Antonia, assiste à la messe un dimanche matin lorsque son travail commence. Sans le temps de rentrer chez elle, elle accouche au milieu des bancs d'église, sous les yeux stupéfaits des villageois. Ce lieu inhabituel est perçu comme un signe divin, un présage favorable pour l'avenir de la nouveau-née. Il la nomme Eugenia, un prénom signifiant la bien-née en espagnol, porteur d'espoir pour une vie bénie. Ses parents, José Martinez Valero et Antonia de la Bodega, sont des gens modestes, probablement paysans ou ouvriers, bien que les archives restent floues sur leur métier exact. Ils ont d'autres enfants, mais leur nombre reste incertain. Bébé, Eugenia est robuste, en bonne santé et dotée d'un appétit vorace. Une bénédiction à une époque où 12% des nourrissons, comme en Angleterre, ne survivent pas à leur première année et plus d'un tiers ne dépasse pas 6 ans. Sa vitalité précoce semble un don, mais quelque chose d'inattendu se prépare. Alors qu'Eugenia grandit, ses parents remarquent quelque chose d'alarmant. À son premier anniversaire, elle pèse environ 20 kilos, bien plus que ses frères et sœurs, qui se développent normalement. À 6 ans, elle atteint un poids stupéfiant de 65 kilos, une taille inconcevable pour une enfant au XVIIe siècle. À l'époque, un peu de rondeur est souvent vu comme un signe de fertilité ou même de richesse, surtout pour les filles. Mais la croissance d'Eugenia est hors norme. Inquiets mais démunis, ses parents consultent un médecin et la mettent au régime strict. Pourtant, malgré leurs efforts, sa taille continue d'augmenter. Les murmures se transforment en regards indiscrets à Merindad de Montilla et bientôt, ces regards deviennent bien plus cruels. Mais ce n'est pas toute l'histoire. La cruauté commence doucement mais devient implacable. Les voisins se moquent d'Eugenia, la surnommant et la traitant comme un spectacle. Les rumeurs sur la fille géante se propagent au village voisin et des étrangers commencent à se présenter à la porte de la famille espérant l'apercevoir. Le harcèlement devient si intense que ses parents prennent une décision déchirante. Ils la gardent cachée à l'intérieur, souvent confinée dans sa chambre, pour la protéger des railleries. Pour une fillette qui ne veut que jouer comme ses frères et sœurs, c'est une vie solitaire et isolante. Mais les rumeurs sur Eugenia ne restent pas cantonnées. Elles se répandent à travers la campagne espagnole, portées par les voyageurs et les marchands jusqu'à atteindre les grands halls de Madrid. Et ce qui suit va bouleverser son monde. En 1680, alors qu'Eugenia n'a que 6 ans, un messager royal frappe à la porte de la modeste maison familiale avec une invitation impossible à refuser. Le roi Charles II, surnommé l'ensorcelé en raison de sa santé fragile et de son comportement étrange, a entendu parler de la fillette extraordinaire et veut la voir de ses propres yeux. Ses parents, inquiets mais impuissants face à un ordre royal, font leur bagage et emmènent Eugenia à Madrid. Là, le tailleur royal confectionne
confectionne rapidement une robe digne d'une audience avec le roi. Lorsqu'Eugénia est présentée à Charles II, la cour est en ébullition. Un chroniqueur nommé Juan Cabezas immortalise l'événement dans un pamphlet, la décrivant comme un prodige de la nature et une fille géante qui émerveille tout le monde. Fasciné, le roi décide qu'elle doit rester à la cour, intégrée au groupe des gens de placé, les gens de plaisir, des amuseurs gardés pour divertir la noblesse. Cela semble un honneur, mais la réalité est bien plus sombre. Les jantes de placé sont une tradition dans les cours européennes et l'Espagne ne fait pas exception. Ce groupe comprend des bouffons, des nains, des personnes déformées et même celles jugées folles, tous gardés pour divertir le roi et sa cour. Eugénia a seulement 6 ans et plongée dans cet univers, exhibé lors de fêtes somptueuses où les nobles s'émerveillent de sa taille. Les dames de la cour commandent même des peintures à ses côtés pour mettre en valeur leur silhouette élancée, mais ce n'est pas une vie de luxe. Les gens de placé travaillent de longues heures sans salaire, leur existence dépendant entièrement des caprices du roi. Si Charles se lasse d'eux, ils peuvent être chassés sans rien. Son père, Philippe IV, avait maintenu plus de 100 nains à la cour, les utilisant pour renforcer l'image de perfection de la dynastie par contraste. La présence d'Eugénia sert un but similaire, mais son histoire prend une tournure encore plus marquante. Deux portraits, peints par le célèbre Juan Carreño de Miranda, gravent la place d'Eugénia dans l'histoire et révèlent la cruauté qu'elle a subie. Commandés par Charles II, ces tableaux, exposés aujourd'hui au Museo del Prado à Madrid, portent des titres choquants. La monstrua vestida et la monstrua desnuda, le monstre habillé et le monstre déshabillé. Ces noms seuls sont un coup au cœur, montrant comment la cour la voyait, non comme une enfant, mais comme une attraction. Dans les peintures, l'expression d'Eugénia est sombre, sa posture tendue, probablement douloureuse à cause de son poids massif qui la force à rester debout pendant des heures. Juan Cabezas la décrit en termes crus. Un visage pâle, une tête surdimensionnée, des membres épais et un corps si grand qu'il stupéfie les spectateurs. Des publications récentes sur X qualifient ces portraits de rappels glaçants de l'exploitation, avec des utilisateurs en 2023 dénonçant la manière dont une enfant a été transformée en curiosité pour l'amusement des nobles. Mais qu'est-ce qui causait sa taille extraordinaire ? C'est là que la science moderne intervient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions en ligne sur ce qui aurait pu affecter Eugénia. De nombreux chercheurs pointent du doigt le syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare causée par un dysfonctionnement du chromosome 15. Les personnes atteintes ressentent une faim constante, ce qui peut mener à l'obésité, au diabète de type 2. Et à d'autres problèmes comme des petites mains, l'infertilité et des difficultés à marcher. Les récits historiques notent l'appétit insatiable d'Eugénia, ses problèmes de mobilité et son infertilité. Elle n'aurait jamais eu ses règles, même adulte. Ces symptômes correspondent étroitement au syndrome de Prader-Willi, bien qu'aucun diagnostic définitif ne puisse être établi sans test moderne. Une publication sur X en 2023 par un compte d'histoire espagnol a relancé le débat, avec des utilisateurs spéculant sur sa condition et appelant à réexaminer son histoire. D'autres, en 2024, l'ont liée à des discussions sur l'image corporelle, arguant qu'elle était victime d'une société qui moquait les différences. Ces luttes de santé ont façonné sa vie, mais elles ne la définissaient pas entièrement. Malgré la cruauté, Eugénia trouve des moyens de briller à la cour. À l'adolescence et au début de la vingtaine, elle devient une figure familière, appréciée par certains membres de la maison royale.
Sa nature agréable et sa résilience séduisent même ceux qui la voyaient initialement comme une curiosité. Elle vit au palais jusqu'à sa mort en 1699, vers l'âge de 24 ans, probablement à cause de complications liées à sa condition, bien qu'aucune archive ne précise la cause exacte ou l'emplacement de ses restes. Sa capacité à trouver sa place dans un environnement si hostile témoigne de sa force. Des publications ces dernières années soulignent cela, la qualifiant de symbole de courage discret dans un monde qui cherchait à la briser. Son histoire ne s'arrête pas avec sa mort, cependant, elle prend une nouvelle vie des siècles plus tard. En 1997, la ville d'Avila, en Espagne, décide d'honorer Eugenia d'une manière que la cour royale n'a jamais faite. Ils commandent une statue en bronze basée sur la Monstrua Vestida de Carreño de Miranda, sculptée par Amado González Hevia. Elle se dresse sur une rue portant le nom de l'artiste, un hommage discret à une fille qui a tant enduré. Son histoire connaît un regain d'intérêt en ligne, la présentant comme une victime d'exploitation, mais aussi une figure de résilience. Les utilisateurs l'ont liée à des conversations modernes sur la positivité corporelle, arguant que son traitement reflète des visions dépassées sur les différences physiques. La vie d'Eugenia nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur la manière dont la société traite ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Elle n'était pas seulement la monstrua, c'était une jeune femme qui a fait face à un monde cruel avec grâce. Que vous inspire son histoire sur la manière dont nous voyons et traitons les différences aujourd'hui ?